Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au 6e épisode du balado 500 Gasoline Alley, ici tourné en direct du studio Love à Saint-Jacques dans la Naudière. C'est Cédric Blondet qui est avec vous pour cet épisode où on fait le retour bien sûr sur cette 7e épreuve dans la saison 2025 de la NTT IndyCar Series. La série IndyCar, ça faisait 5 semaines de suite qu'il se retrouvait en piste lors du week-end qui menait à la course du 1er juin 2025 du côté de Détroit au Michigan, où j'ai eu la chance d'y être pour cette épreuve qui avait lieu dans les rues de Détroit. C'est la 3e année où on se retrouve à courir sur ce circuit de ville, un circuit extrêmement bosselé, mais ça a donné beaucoup d'action, mais un petit peu moins que lors de l'an dernier où ça avait été vraiment un festival d'accidents, de drapeaux jaunes, drapeaux rouges et tout ça. Mais il y a beaucoup de choses à discuter suite à cette course, cette 7e course dans la saison 2025 en IndyCar. Je vous ai parlé de ces 5 semaines-là, ces 5 fins de semaine-là qu'il y a eu de suite. Ça a débuté au Barber Motorsports Park. Ensuite, il y a eu les 3 fins de semaine de suite sur le circuit du Indianapolis Motor Speedway. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé à Détroit? C'est vraiment une séquence extrêmement éreintante, puis je peux vous en parler, hein, parce que oui, je ne travaille pas sur les voitures et tout ça, mais j'ai eu la chance d'être là pour ces 5 week-ends-là, et je vous dirais que le niveau d'énergie est assez bas après 5 fins de semaine, donc une petite pensée pour tous ceux qui travaillent dans la série, que ce soit les écuries, les pilotes, bien sûr, qui se dévouent corps et âme pour avoir du succès dans cette série, mais c'est assez incroyable de voir ça, que même à ce moment-ci, en 2025, qu'on charge autant que ça un mois, et ce ne sera pas le seul parce qu'au mois de juillet, ce sera 4 fins de semaine de suite avec énormément de voyagements. Là, c'était pas si pire, là. L'Alabama, l'Indiana, le Michigan, mais il y a une séquence au mois de juillet où ça débute en Ohio, ça s'en va en Iowa, ça revient en Ontario, à Toronto, avant de terminer ça en Californie la semaine suivante. Donc, il y a beaucoup de kilométrage, beaucoup de routes, beaucoup d'avions pour les différentes écuries et tous ceux qui œuvrent aux alentours de la série IndyCar. Pour revenir, bien sûr, sur cette course, première des choses, ça n'a pas fait différent de ce qu'on a vu lors des dernières semaines, des températures assez bizarres. C'est vraiment spécial. Moi qui étais habitué, quand je vais à Indianapolis, surtout au mois de mai, dans le Midwest, il fait chaud. C'est humide, il fait chaud, mais là, ça a été tout le contraire. Même hier, là, lors de la course du dimanche, c'était très frisquet. Donc, beaucoup des drôles de situations qui arrivent depuis le début du mois de mai. Les températures ne sont pas nécessairement adéquates. Ça peut avoir un effet sur la qualité et la durée de vie des pneus, mais aussi, on dirait que ça a peut-être un impact sur les gens qui se présentent, parce que quand tu te lèves le matin et que tu te présentes à la piste et qu'il fait en bas de 5 degrés, c'est très, très froid. Donc, bien hâte de retourner aux courses et en espérant que Dame Nature soit un petit peu plus clémente, mais au moins, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, sur cette course, le Grand Prix Chevrolet de Détroit, la bonne nouvelle, c'est que Cal Kirkwood a remporté la victoire. Dans le cas de Kirkwood, qu'est-ce que je note? C'est que de plus en plus, on peut le considérer comme l'expert en circuit de ville. C'est la 4e fois dans sa carrière qu'il remporte une course sur ce type de circuit-là. Il l'avait fait à Long Beach plus tôt cette année. Et là, Kirkwood, qui avait un peu raté sa chance en qualification, était très, très, très déçu samedi en raison du fait qu'il a fait une erreur sur son dernier tour rapide, ce qui l'a fait reculer jusqu'à la 3e place sur la grille de départ dans le cas de Kirkwood. Mais en plus de Long Beach, là, ajoute Détroit, avait gagné Long Beach en 2023 en plus du circuit dans les rues de Nashville. Donc, c'est vraiment le type de circuit où il a énormément de succès. Il sera certainement à surveiller plus tard cette saison, surtout à Toronto, où il y aura ce type de circuit du côté des circuits de ville. Kirkwood, c'est la façon dont il l'a fait. Moi, ce qui m'a impressionné dans le cas du pilote floridien du côté d'Andretti Global, c'est que avec ce qui est arrivé la semaine dernière, avec la fameuse pénalité qui est arrivée suite aux 500 000 d'Indianapolis, où lui et son coéquipier Marcus Ericsson ont été relégués en 31e et 32e place sur la grille après course. Mais Kirkwood, on sentait qu'en arrivant, première des choses, il y avait la voiture la plus rapide tout au long de la fin de semaine. Mais
il avait une énergie différente. On sentait qu'il avait vraiment la volonté d'aller chercher cette victoire, d'avoir un week-end presque parfait dans son cas, et il l'a fait. Il y a eu quelques embûches. On va revenir sur des séquences qui sont arrivées pendant la course un peu plus tard, mais qu'est-ce que je dénote, c'est qu'à un moment donné, il y a un drapeau rouge. Je vais revenir sur cette séquence-là, mais suite au drapeau rouge, quelques pilotes qui venaient de s'arrêter un peu plus tôt étaient avantagés parce que si tu t'arrêtes avant cette séquence-là et que les autres ne se sont pas arrêtés, tu te retrouves en fait à te retrouver devant les pilotes qui vont s'arrêter parce que lorsqu'ils arrêtent, ben toi, tu peux passer directement devant. Donc, il s'était retrouvé 4e dans cette grille-là suite à la relance. Il avait quand même trouvé le moyen de passer les 3 pilotes qui étaient devant, que ce soit Santino Ferrucci, Marcus Armstrong et Kyffin Simpson, mais de pas nécessairement la bonne façon parce que, pas nécessairement que c'est de sa faute à lui, c'est pas de la faute à l'autre pilote, mais sur le circuit des rues de Détroit, il y a un long droit arrière qui arrive à tout près d'1 mille de distance. Il est extrêmement bosselé et au moment donné, au moment où il a décidé de dépasser Kyffin Simpson, lorsqu'il s'est tassé, il a vraiment attendu la dernière seconde de se tasser parce qu'il voulait pas lui vendre la mèche qu'il voulait tenter de dépasser par l'extérieur, mais il a accroché le pneu arrière de Simpson, ce qui a fait que la première des choses, c'est que les deux ont été corrects, il n'y a pas eu d'impact, outre les dommages à l'aileron avant de Kyle Kirkwood, mais dans son cas, son aileron tout au long de la fin de la course, là, était comme ça, sur son avant gauche, mais après la course, il avait quand même dit qu'il n'y avait pas eu nécessairement d'impact dans ce cas-là, mais il n'avait pas le choix de gagner cette place, d'aller chercher cette victoire-là en course. C'est ça qui était intéressant. Parce que de réussir à dépasser 3 voitures dans une distance des 15 derniers tours sur un circuit qui est extrêmement étroit comme celui de Détroit. Étroit comme Détroit, c'est pour ça que j'ai bégayé un peu. Mais dans le cas de Kirkwood, l'a fait. Finalement, c'est Ferrucci, là, le dernier qui l'a réussi à passer. Et dès qu'il avait dépassé Santino Ferrucci, c'était chose faite dans le cas de Kirkwood. Il devait quand même garder la voiture à l'extérieur des murs pour ne pas les atteindre et abîmer sa voiture encore plus. Mais le pilote californien, le pilote floridien, voilà, qui va chercher la victoire, sa 2e cette année. On va aller justement entendre les commentaires de Kyle Kirkwood suite à cette victoire. Massive. Huge day in general for Andretti Global and the 27 crew. We've had a hell of a couple weeks, not gonna lie, and this is an exclamation point on everything that we've done. Andretti's phenomenal at street courses, and it's so good to capitalize on it. I felt pretty robbed of a couple wins here the past couple of years, where I felt like we definitely should have won, and we've had pace on everyone, and finally this year we were able to get it done. Not from lack of challenge either. I had to pass some cars out there. I found myself in the 4th, 5th position, I think, a couple times, and had to claw my way back. So fortunately, we had pace to do so, and fortunately, I made it stick. It was some low percentage moves, if I'm not going to lie, that I made, but you have to at street courses, right? Not any move you make is low percentage. So fortunately, they stuck, and we were able to come home with the win. Il y a quelques instants, je vous ai parlé aussi de Santino Ferrucci. Santino Ferrucci a terminé dans le top 5 aux 500 000 d'Indianapolis, mais pour vous raconter un peu son histoire, c'est un pilote qui évolue avec l'écurie AJ Foyt, mais c'est une écurie qui n'a pas beaucoup de budget. Il avait fait Indianapolis un miracle, sa 5e place. Même chose de son coéquipier David Malukas. Mais dans le cas de Ferrucci, il est allé chercher son meilleur résultat en carrière. Ça, c'est une histoire vraiment formidable dans le cas du pilote de la voiture numéro 14, d'aller chercher cette 2e place, a réussi à tenir le coup devant les charges de Colton Herta et de Will Power pour aller chercher ce meilleur résultat en carrière. Si on enlève sa 3e place aux 500 000 d'Indianapolis en 2023, c'est seulement son 2e podium en carrière pour Ferrucci. Tout le monde était extrêmement content pour le joyeux pilote, toujours le sourire aux lèvres, le Ferrucci, mais d'aller chercher cette 2e place, on sentait vraiment que
il y a un certain momentum qui est acquis actuellement du côté d'AJ Foyt. David Malukas, je n'ai pas parlé de la séance de qualification parce qu'il y a tellement eu de choses en course. Mais David Malukas avait réussi à se qualifier sur la première ligne, qui est son coéquipier. Malheureusement, dans son cas, ça n'a pas passé comme il le désirait en course. Mais de le faire, que ces deux voitures-là aillent chercher une deuxième place en qualif, une deuxième place en course ensuite dans le cas de Ferrucci. Après ce qu'ils ont fait à Indianapolis, c'est vraiment formidable. Et ça démontre à quel point, oui, dans le cas de AJ Foyt, sont associés avec Team Penske, mais que n'importe qui, dans une bonne journée, où ce que tous les étoiles sont alignées, ben, tu peux aller chercher justement un résultat satisfaisant. On va aller écouter les commentaires de Santino Ferrucci après la course. Feels great. I mean, honestly, the strategy plays into everything that we do, especially on road and street course. It's very tough, and I can't thank the team enough. I mean, this is more deserving of them than it is even of me. We probably drove to 11th, minus the strategy just running our race. So Mike and Adam, CJ, they all made great calls on the stand to pit us when they did, and we got lucky with the yellow when it came out. Cycled us to the front. I actually had no idea it was leader, because there's cars going around the pace car in front of me, and then they stopped me, and I was like, oh, well, this is a pleasant surprise. Yeah. So it was pretty cool. But, I just couldn't hold off Kyle in the end. I don't know what I did with the tires, but I couldn't hold off Will, and I definitely didn't think I was going to hold off Colton. The red flag really saved us, and just happy that Felix is okay, after that one. And, I was able to get back around Will and come home second. Le pilote chez AJ Foyt a eu vraiment maille à partir et de la bonne façon avec plusieurs pilotes. Je l'ai dit tantôt, Colton Herta et Will Power. C'est Colton Herta qui complète le podium, mais c'est une déception dans le cas d'Herta. Il avait signé la pole position pour la course, mais ça fait un petit moment qu'il n'a pas gagné. En fait, ça fait depuis la fin de la saison l'an dernier dans le cas d'Herta. Mais d'aller chercher cette pole position et de ne pas être capable d'aller chercher la victoire ensuite. La dernière fois qu'il a converti une pole position en victoire, c'était à Toronto l'an dernier. Donc, dans le cas d'Herta, je suis certain qu'il était extrêmement déçu après la course. Et ça paraissait en fait dans ses commentaires et dans son non-verbal dans le cas d'Herta. Mais la bonne nouvelle dans son cas, c'est que c'est un premier podium en 2025 pour le pilote natif de la Californie chez Andretti Global. Donc, ça fait 2 sur 3 qui se retrouvent sur le podium du côté d'Andretti. C'est une très, très bonne nouvelle dans le cas de cette écurie-là après qu'est-ce qu'on a connu aux 500 000 d'Indianapolis. Ensuite, derrière Herta, la bonne nouvelle ou la nouvelle qui a fait jaser dans la fin de semaine, c'est Will Power. Will Power est sans contrat à partir de l'année prochaine. Beaucoup de discussions actuellement, à savoir, beaucoup de rumeurs qui circulent à savoir si, justement, il aurait été informé qu'il ne serait pas de retour chez Team Penske l'an prochain. Et je crois que tout au long de la fin de semaine, avec tout ce qui s'est passé, je vais y revenir, on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose à prouver, comme s'il savait quelque chose que nous, on ne savait pas. Mais d'aller chercher une 4e place dans son année où ski n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Mais quand on regarde ça, là, on peut dire ce qu'on veut de Will Power depuis le début de la saison, mais c'est le pilote le plus constant chez Team Penske. Donc, oui, il n'y a pas de contrat. C'est la seule chose qu'en ce moment qui fait qu'il désavantage par rapport à ses deux coéquipiers, Scott McLaughlin et Joseph Newgarden. Mais terminer 4e, rien à se reprocher. Rien à se reprocher. Il est parti quand même un peu plus loin sur la grille, mais d'aller chercher une 4e place. Il n'était pas très loin. Plus que la course avançait autour du 80e tour, j'ai mentionné que moi, je pensais que Will Power allait avoir l'énergie du désespoir pour aller chercher cette victoire-là, mais dans son cas, n'a pas réussi à aller chercher au moins un podium ou la victoire, mais il y a beaucoup de rumeurs aussi qui circulent à savoir si David Malukas pourrait le remplacer dès l'an prochain, surtout avec le résultat qu'il a eu à Indianapolis, sa 2e place en qualification samedi, mais ça va jaser fort là, dans les prochains mois, la fameuse moment de l'entre-saison ou de la saison où ce que les rumeurs commencent à circuler, où ce qu'on commence à annoncer les pilotes pour l'année suivante, c'est vraiment les rumeurs, là, ça circule. Et quand ça circule en IndyCar, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, ce sera à surveiller, c'est certain. Dans le cas de son coéquipier Joseph Newgarden, partait 24e. Ça a été une catastrophe en qualification dans le cas de Newgarden. Ça fait plusieurs fois depuis le début de la saison là, que ça va pas très bien dans le cas du pilote natif de Nashville. Mais Newgarden qui a touché le mur sur son tour le plus rapide
juste avant, dans le premier groupe du premier segment des qualifications, partait 24e, le pilote chez Penske, mais quand même termine 9e, quand même sauver la mise, mais autant Power, on peut discuter de plein de choses qu'il a pu faire de bien ou de mal depuis le début de la saison, autant que Newgarden. Cette 9e place, c'est seulement son 2e meilleur résultat dans cette saison. Il avait obtenu un podium du côté de Saint-Pétersbourg la première course de l'année, sinon on n'a jamais terminé mieux que 10e avant le résultat de dimanche à Détroit dans le cas de Newgarden. Ensuite, en 5e place, pour moi, c'est le résultat qui impressionne. Il y a bien sûr Ferrucci, et outre celui-ci, où qu'on doit vraiment voir une progression, c'est la 5e place de Kyffin Simpson chez Chip Ganassi Racing. Termine le plus haut des 3 pilotes chez Chip Ganassi, termine 5e. C'est son meilleur résultat en carrière. Avant ça, c'était une 10e place, donc quand même une bonne progression. Il est encore très, très jeune. Il y a eu quelques bonnes séances de qualification dans les dernières semaines, dans les derniers mois, depuis le début de la saison, le pilote Simpson. Mais là, d'aller conclure ça avec une 5e place en course, je pense que ça va faire taire plusieurs personnes qui commencent à peut-être se demander s'il est justement prêt à avoir un siège aussi important chez Chip Ganassi. Mais d'aller chercher cette 5e place, je pense que ça va pouvoir mettre un terme un peu aux rumeurs. Et il progresse, c'est ça le plus important quand tu es jeune, parce que souvent, quand tu as un siège aussi prestigieux, avec une écurie aussi prestigieuse comme ça, aussi rapidement, aussi jeune dans ta carrière, ça peut être un peu plus compliqué d'avoir à atteindre les attentes que les gens placent en toi quand tu vois un Alex Palou qui domine complètement dans la même écurie ou un Scott Dixon qui est 6 fois champion dans le cas de Dixon. C'est certain qu'il ne faut pas l'oublier que des fois, il y a la différence d'âge et d'expérience dans le cas de Kyffin Simpson. En terminant par rapport à la course, du moins dans le top 10, je vais vous parler de Arrow McLaren. Mon choix pour la victoire était Christian Lundgaard qui partait 4e pour la course. Malheureusement, en raison de la stratégie, les neutralisations étaient un peu malchanceux, termine 8e dans le cas de Lundgaard, mais le meilleur chez McLaren, ça fait un petit moment que je n'avais pas dit ça, mais c'est Pato O'Ward. Pato O'Ward qui termine 7e, partait 18e quand même, donc c'est très loin sur la grille de départ, a dû éviter tous les accrochages qu'il y a eu pendant la course, mais terminer 7e, ça va le permettre de s'avancer au championnat des pilotes dans le cas de Pato, mais qu'est-ce qui est satisfaisant, c'est justement que c'est lui j'ai vraiment senti ce week-end là qu'il y a une certaine rivalité qui est en train de s'installer du côté des deux pilotes, Lundgaard et Pato, parce que les deux sont extrêmement proches au classement des pilotes. Lundgaard qui était le plus constant en début de saison, mais là, Pato l'a devancé au championnat des pilotes. Mais oui, Pato est probablement le pilote le plus populaire dans la série IndyCar, mais Christian Lundgaard est un peu de glace. Comme ça, je vais le dire, le pilote du côté de la voiture numéro 7. Ça va être à surveiller ça parce que je suis certain qu'on pourrait peut-être avoir des situations en course ou sur la piste qui pourraient faire discuter d'ici la fin de la saison. Parce que quand j'ai parlé avec Christian Lundgaard, justement, c'était lors du bullpen de vendredi, j'ai posé la question si justement il y avait du rythme qui avait été acquis par cette écurie-là. Il dit moi, je regarde pas ce que Alex Palou fait, je regarde pas ce que le numéro 5, Pato O'Ward, fait. Moi, je me concentre sur ce que nous, la 7, on fait. Mais de dire ça de ton écurie, moi, ça m'a fait un peu sourciller dans le cas de Lundgaard. Mais au moins, les deux ont quand même été chercher des 7e et 8e places dans une course remplie de rebondissements. Dans le cas de leur coéquipier, Nolan Seagold termine 19e, 2 tours derrière le vainqueur Carl Kirkwood, en raison d'un contact qui a fait extrêmement jaser hier de Scott McLaughlin. À l'arrivée au premier virage, vous allez avoir la chance d'avoir cette séquence en vidéo dans quelques instants, mais Seagold arrivait au premier virage et Scott McLaughlin l'a frappé à l'arrière, ça l'a mis dans le mur, mais ça a fait beaucoup jaser après la course. Pourquoi ça l'a fait jaser? Oui, la première chose qui est arrivée, c'est que Nolan Seagold a eu une pénalité. Pourquoi il y a eu une pénalité? Parce que, en raison de ce contact-là, a dû s'arrêter dans les puits pour réparer les dommages à sa voiture, mais les puits étaient fermés lorsqu'il s'est arrêté. Il n'avait pas le choix, il n'aurait pas pu continuer pendant quelques tours, donc on lui a donné une pénalité. Quelques instants plus tard, on a finalement décidé de décerner une pénalité à Scott McLaughlin pour son contact. On appelle en termes de course evitable
contact, un contact évitable, bien sûr. Donc, pour cette raison, on a pris la décision de le pénaliser, Scott McLaughlin, ce qui l'a fait qu'il s'est classé pas mal plus loin sur la grille de course. Mais Seagull, sa course était terminée. Après la course, on a vu Tony Kanaan. Tony Kanaan, c'est le team principal chez Arrow McLaren. C'est généralement le grand boss de l'écurie du côté de la série IndyCar pour McLaren. Il a fait jaser pas mal en mettant un tweet en plein milieu de la course disant « Oh, OK, Dan. » Ça a été ça la discussion. Après ça, Scott McLaughlin qui s'est excusé. C'était dommage de faire ça. Il a mentionné qu'il ne comprenait pas pourquoi Nolan Seagull avait ralenti avant le point de contact. Puis là, il a dit est-ce que il y a du beef en voulant dire que le team principal était fâché par rapport à la situation. Puis là, il a pris la chance de mettre son commanditaire Good Ranchers sur la situation. Ensuite de ça, Tony Kanaan a dit qu'il avait cherché à discuter avec le team principal de Penske en disant qu'il ne le trouvait pas parce qu'il n'y en a plus, parce que les 3 boss ils ont tous été congédiés avant les 500 000 d'Indianapolis. Donc, ça a fait beaucoup, beaucoup jaser. Mais vous savez quoi? Honnêtement, le fait qu'on en parle, parlez-en, que ça soit bien ou en mal, mais parlez-en. Donc, de voir ça circuler, c'est certain que ça a jasé de ça pas mal toute la journée aussi. Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer lors des prochaines courses en lien avec ça? C'est pas impossible, mais clairement qu'est-ce que Scott McLaughlin n'a pas apprécié probablement, c'est que Tony Kanaan a dit « T'as mal jugé cette semaine avec ce contact-là, mais t'as mal jugé la semaine passée quand t'as mis ta voiture dans le mur, dans le tour de chauffe. » Moi, je trouvais peut-être que c'était un petit peu exagéré de la part de Tony Kanaan, mais il y avait beaucoup de la frustration parce que la course de son jeune pilote, Nolan Seagull, était complètement arruinée à ce moment-là. Donc, c'est certain, mais c'est certain que c'est le fun, le fait de voir ça, des situations comme ça, quand les dirigeants décident de s'impliquer, décident justement de dire ce qu'ils pensent. Souvent, on dit rien, on garde ça entre nous, ça fait pas jaser nulle part, que ce soit sur Twitter, dans les différents médias. Même moi, j'en parle, ça peut vous dire à quel point c'est important. Et les gens aiment ça. Que quand il y a des accidents en NASCAR ou en Formule 1, des situations avec Max Verstappen, les gens veulent ça. Ils veulent qu'il y ait des batailles en course, des contacts. C'est ça, maintenant, en 2025. C'est ça, la course. Oui, il peut y avoir des accidents, mais tant que c'est fait dans le respect, c'est ça qu'on doit noter du côté de ce qui s'est passé justement entre Scott McLaughlin et Nolan Seagull. Ensuite, le top 10 de la course rapidement. Kyle Kirkwood qui l'emporte, je l'ai dit, sa 2e victoire de la saison. 4e en carrière. Santino Ferrucci termine 2e. Colton Herta complète le podium. Dans l'ordre, Will Power, Kyffin Simpson, Marcus Armstrong. C'est un des seuls que je ne vous ai pas parlé dans le top 10. Marcus Armstrong chez Meyer Shank Racing qui termine 6e. Lui aussi, c'est son meilleur résultat de la saison. Il va terminer 7e lors d'une autre course qui était son résultat avant ça, qui était son meilleur. Armstrong, juste une petite note, avait terminé sur le podium l'an dernier sur la course dans les rues de Détroit que son ancien coéquipier chez Chip Ganassi, Scott Dixon, avait remporté. Pat Howard termine 7e. Christian Lundgaard termine 8e. Joseph Newgarden 9e. Et Alexander Rossi complète le top 10 du côté d'Ed Carpenter Racing. Dans le cas de Rossi, ça me permet je l'avais dit lors du dernier épisode que j'allais vous donner des nouvelles de celui qui met l'essence du côté de la voiture de Rossi. J'ai eu la chance de lui parler à Mike Miller, qui est le conjoint de Pat Caparelli, qui est une Québécoise qui travaille chez Firestone Racing, mais dans son cas, était là. Et elle m'a dit à la blague que lundi matin, après le Indy 500, il était déjà de retour au travail. Et j'ai eu la chance d'aller le saluer, dire que c'est un vrai guerrier d'être là malgré tous les brûlures de ce qui est arrivé de la fuite d'essence et le feu qu'il avait pris. Ils ont bien sûr des suits anti-feu justement là, pour ceux qui font ce travail-là. Mais on pouvait voir qu'il y avait des petites brûlures un peu sur la main, mais rien de trop grave. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, le fait de le voir, que ce soit pour la fin de semaine et de reprendre son poste pour la course de dimanche de 100 tours à Détroit, c'était certainement une bonne nouvelle pour celui qui travaille pour Ed Carpenter Racing.
je me demande quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte à savoir où est Alex Palou? J'en ai pas parlé. Pas une fois depuis le début de l'épisode. Alex Palou qui a remporté 5 des 6 premières courses de la saison, mais il ne l'a pas fait cette fin de semaine à Détroit. Pourquoi? Vous allez voir à la reprise, à l'instant même, le coéquipier de Santino Ferrucci, David Malukas, l'a percuté lors d'une relance à l'arrière de la voiture qui a touché le mur de pneus. La suspension avant droite a cédé. Alex Palou, sa course s'est terminée à cet endroit-là, autour du 72e tour. Donc, la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que ça a rétréci l'écart au championnat des pilotes. Ça a fait jaser aussi. Malukas a été pénalisé, bien sûr, en raison de son contact évitable. Ça l'a ruiné sa course après une deuxième place en qualification. Mais Alex Palou, qui termine 25e, c'était la meilleure nouvelle du jour. C'est dommage pour lui. Il n'y a personne qui lui souhaite du malheur. Mais ça permet justement de rétrécir l'écart au championnat des pilotes dans le cas du pilote de Chip Ganassi, mais toujours premier. Bien sûr, il y avait quand même une avance un peu démesurée après 6 courses. Et là, après cette course, ça l'a réduit un peu dans son cas. Il était un peu aidé par la situation de Kyle Kirkwood avec la pénalité suite au Indy 500. Ça fait que l'écart est un petit peu moins important que ce qui a été rétréci du côté du championnat. Mais dans le cas de Palou, va se retrouver sur circuit ovale la semaine prochaine, j'y reviendrai. Mais oui, il a gagné les 500 000 d'Indianapolis, mais sur circuit ovale, il peut arriver bien des choses. Et est-ce qu'il pourrait arriver quelque chose, un accident ou un problème mécanique en course qui fait que, justement, peut-être qu'il y aurait un problème dans le cas d'Alex Palou, que ça pourrait faire que l'écart pourrait se rétrécir encore à tout près d'une course de distance entre les deux? Ça va être à surveiller, c'est certain. Mais il ne fallait pas s'attendre. Oui, il est parfait, Alex Palou, sur bien des choses, mais il fallait drôlement s'attendre à ce qu'à un moment donné, il arrive quelque chose en piste. Et là, ça lui est arrivé à Détroit. Et je ne suis pas surpris que ce soit à cet endroit-là, justement, que ça est arrivé du côté de Détroit, où il y a beaucoup de neutralisation pendant la course. Ensuite, j'ai parlé de Kyle Kirkwood tantôt. Kyle Kirkwood qui a remporté la victoire et Will Power. Vendredi, situation assez inédite. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en pratique, vous allez voir justement à la reprise, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Kyle Kirkwood essayait de dépasser David Malukas dans un endroit où c'est extrêmement étroit. Et à ce moment-là, Will Power, qui a décidé de prendre son museau de sa voiture, juste ici, et a rentré derrière la voiture de Kyle Kirkwood et a décidé de le tasser du chemin. Ça a fait beaucoup réagir parce que, première des choses, c'est extrêmement dangereux de prendre ta voiture dans un circuit aussi étroit que ça. Oui, c'est pas extrêmement dangereux parce que les vitesses sont pas nécessairement élevées, mais de tasser une voiture comme ça pour faire ta place, il n'a pas été pénalisé. Ça fait beaucoup jaser pour cette raison-là. Kyle Kirkwood qui a pris ça à la blague parce que, bien sûr, la bonne nouvelle pour lui, c'est que malgré les dommages à sa voiture, parce qu'il y en avait des dommages, il a terminé premier dans cette séance-là. Donc, même si les dommages étaient là, au moment où c'est arrivé, il a quand même réussi à faire le meilleur temps de la séance un peu plus tard suite à cet incident-là. Mais ça prouve encore une fois un peu ce que je disais tantôt par rapport à Will Power. Faire ça, il y a eu des moments où il réagissait bizarrement, envoyait des signes aux autres pilotes. Quand tu réagis comme ça, parce qu'il y a de la frustration à quelque part. Est-ce que la frustration est menée sur quelque chose qu'on ne sait pas? Mais la bonne nouvelle, c'est est-ce qu'il a transformé cette frustration-là en une énergie positive pour aller chercher cette 4e place? C'est probablement le cas du côté du pilote de chez Penske. Autre incident en course qui a fait beaucoup jaser, et ça aurait pu faire jaser pour d'autres raisons, c'est-à-dire que c'était extrêmement peu sécuritaire qu'est-ce qui est arrivé dans cet accrochage entre Louis Foster et Felix Rosenqvist. Vous allez voir à l'écran justement au même moment ce support vidéo. Louis Foster arrive pour ralentir au 3e virage, arrive à plus de 170 000 à l'heure, ralentit, il frappe une bosse au même moment, sa suspension avant droit cède, frappe le mur extérieur et ensuite va percuter Felix Rosenqvist qui lui est en train de tourner dans un épingle, donc il est vraiment au ralenti.
pour aller ensuite poursuivre sa course. Le frappe de plein fouet. C'est pas la faute à Louis Foster. Il n'y a absolument rien lui il peut faire. Il a tenté de ralentir sa voiture en frappant le mur extérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré que Felix Rosenqvist était ébranlé, on l'a vu sortir sur une civière en raison d'une blessure. Après ça, on a appris que c'était parce qu'il y avait une douleur au genou. Mais pas d'autres douleurs dans son cas a été clearé par la docteure Julia Weiser plus tard à la fin de la course. Justement, elle avait eu la chance de regarder avec lui s'il était correct. Et finalement, tout était beau dans le cas de Rosenqvist. Mais clairement que ça ne peut pas arriver, une suspension qui cède comme ça à cette vitesse-là. Imaginez si ça arrive sur circuit ovale. Ça peut être extrêmement grave ce qui peut arriver. Donc, je suis certain que tous les gens impliqués dans la série IndyCar vont essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Et même chose du côté de l'écurie. Mais dans le cas de Louis Foster, il n'était pas très, très content. Et pas mal, je dirais, mis le blâme sur le titre de circuit en disant que c'est trop bosselé pour que les voitures soient capables de supporter ça. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver suite à ça. Mais c'est pas la première année qu'on court sur ce type de circuit-là à Détroit, dans le cas de la série IndyCar. Donc, on est habitué. Est-ce qu'on doit faire des ajustements pour éviter que ça se reproduise? Certainement, surtout que la série a signé une prolongation de contrat de 3 ans pour courir sur ce type de circuit-là avec la ville de Détroit, avec une possibilité de 3 ans supplémentaires, là, une option pour poursuivre là autour du Renaissance Center de GM, qui est tout près de la rivière Détroit, qui sépare Détroit au Michigan et Windsor du côté du Canada. Place maintenant au championnat des pilotes. Suite à cette course où Alex Palou n'a pas gagné, je le rappelle, lui qui en a 5 depuis le début de la saison, se retrouve à 311 points. Palou qui devance Pato O'Ward, qui est maintenant deuxième au championnat avec 90 points de retard. Donc, il a rétréci l'écart, c'est ça l'important. Mais imaginez s'il avait terminé plus haut que 7e, il serait encore plus près. Kyle Kirkwood, qui a 2 victoires cette année, maintenant à 102 points. Christian Hugard, 106 points de retard. Donc, quand même 4 pilotes qui sont encore dans la course, mais ça va prendre encore un petit miracle, un petit quelque chose qui arrive à Alex Palou ou Palou qui arrête de gagner, ne termine pas sur le podium et que Pato, Kirkwood ou Lunger commencent à gagner des courses à chaque fin de semaine, comme Palou l'a fait 5 fois sur 7 depuis le début de la saison. Ça se resserre de ce côté-là. Will Power et Felix Rosenqvist ont égalité au 5e rang à 136 points de retard. Scott Dixon, 138 points de retard. Scott McLaughlin chez Penske en a 147 de retard. Colton Herta, 154 et Santino Ferrucci, 167. Donc, avec cette deuxième place, se retrouve au 10e rang du classement des pilotes. David Malukas l'était au 10e rang après les 500 000 d'Indianapolis. Donc, ça fait 2 fins de semaine de suite qu'un pilote chez AJ Foyt se retrouve dans le top 10. Donc, c'est très, très, très bon. C'est le fun de voir ça. Ça fait différent un peu que de ces écuries-là, que ce soit Chip Ganassi, McLaren, Andretti, Global, Penske ou Meyer-Shank Racing, qui sont souvent plus dans le haut du classement. Mais là, une voiture de chez AJ Foyt qui se retrouve en 10e place au classement du côté de Ferrucci. Et en plus de ça, il est justement très rapide sur les circuits ovales. Il y en aura quelques-unes de ces courses-là qui vont arriver dans les prochaines semaines. C'est maintenant un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé aussi dans les autres séries que j'ai la chance de suivre, c'est-à-dire la Formule 1 et le NASCAR, les 2 autres séries qui étaient aussi en action le week-end dernier. Du côté de l'Espagne en Formule 1, Oscar Piastri va chercher sa 5e victoire de la saison, quand même dans son cas. Un autre beau résultat, un doublé chez McLaren dans le cas de Piastri et de Lando Norris. Suite à cette victoire-là, on se posait la question, est-ce qu'on pourrait voir justement une première fois depuis des années 70 où que McLaren gagnait une course en Formule 1 et gagnait une course en IndyCar en même temps? Ça date de très, très, très longtemps. C'est James Hunt et Johnny Rutherford qui l'avaient fait dans les années 70 lors d'une même journée. Mais ça n'a pas été complété du côté de l'IndyCar. Mon choix était Christian Hugard, n'a pas gagné. Mais ça aurait pu être un moment historique, surtout que Zach Brown, qui est le grand boss de McLaren, était à Détroit lors de la course de l'IndyCar, n'était pas en Espagne. Mais ça m'amène justement après l'Espagne. La prochaine course, c'est le Canada dans 2 fins de semaine. Donc, ça va être le fun de voir les pilotes de Formule 1 tourner
autour du circuit Gilles Villeneuve le 15 juin prochain. Ce sera la course du côté de la Formule 1. Et en NASCAR, Ryan Blaney va chercher sa première victoire de la saison. C'était au Nashville Super Speedway. C'est là où l'IndyCar va compléter sa saison à la fin août. Et le NASCAR qui se déplace du côté du Michigan. Donc, ils s'en vont proche de Détroit, du côté du Michigan International Speedway, la fin de semaine qui s'en vient. Donc, c'est un circuit quand même assez rapide, celui du Michigan, l'IndyCar qui ne court plus là depuis quelques années en raison des vitesses un peu excessives qui sont là-bas et probablement trop dangereux aussi avec le kit aéro pour courir sur ce type de circuit. Du côté de la série IndyCar, fin de semaine de congé qui s'en vient. Ensuite, on se retrouve du côté de Gateway, tout près de Saint-Louis, en Illinois, là, tout juste de l'autre bord de l'eau. Saint-Louis qui est au Missouri, mais Gateway qui est à environ une dizaine de milles du centre-ville de Saint-Louis du côté de l'Illinois. C'est un circuit ovale, ça va avoir lieu le dimanche le 15 juin à 20h. Une course de soir un dimanche, ça va être après le Grand Prix du Canada, ça va être formidable. J'aurai pas la chance d'y aller pour celle-là. Je n'irai pas à Saint-Louis pour cette épreuve, mais j'aurai la chance justement de suivre quand même toute l'action et vous rapporter tout ce qui va se passer pour cette prochaine course de la série IndyCar. Ce sera la 8e course et ensuite l'IndyCar qui va se diriger à Road America du côté du Wisconsin pour le fameux circuit d'Elkhart Lake que j'aurai la chance de visiter. Ce sera la fin de semaine du 23 juin 2025 pour la 9e épreuve. Donc, ça va se réactiver du côté de l'IndyCar après une petite fin de semaine de congé où tout le monde sera très content de pouvoir se reposer. Merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe technique ici au Studio Love à Saint-Jacques dans la Naudière. À bientôt tout le monde.